Bienvenue dans l'œil de la cyber, le podcast qui donne la parole aux acteurs du numérique. Je suis Anne-Laure de la Rivière, directrice de la communication et des affaires publiques de Gatewatcher, et je reçois aujourd'hui Vincent Trély, président et fondateur de l'APSIS, l'association pour la sécurité des systèmes d'information de santé. Aujourd'hui, vous l'avez donc deviné, nous discuterons des sujets de cybersécurité appliqués au monde de la santé. Retrouvez tous nos podcasts sur www.gatewatcher.com. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner au podcast Dans l'œil de la cyber pour ne pas rater la sortie du prochain épisode. Bonne écoute! Vincent Trély, bonjour. Bonjour Anne-Laure. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme le veut la tradition dans ce podcast, nous commençons toujours par une petite présentation de notre invité. Alors Vincent, vous êtes aujourd'hui président et fondateur de l'APSIS, l'association pour la sécurité des systèmes d'information de santé, que vous avez fondée en 2010. Vous avez également été DSIO et RSSI dans des CHU. Vous avez également été directeur et consultant expert dans un cabinet de conseil en stratégie numérique de santé. Et puis donc vous avez fondé l'APSIS et un cabinet de consulting spécialisé dans le numérique et la santé. Donc vous avez un parcours très très riche, une carrière bien remplie. Qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre le secteur de la cybersécurité ? La cybersécurité, c'est une longue histoire. En 97, quand je sors d'une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ESIEA, finalement, un de mes désirs principaux est de rentrer chez moi. Et chez moi, c'est au Mans, dans la Sarthe. Et au Mans, il y a les mutuelles du Mans Assurance. Et les mutuelles du Mans Assurance recherchent un stagiaire de fin d'études. Et je tomberai dans le premier département de la sécurité des systèmes d'information du groupe MMA. Et donc, je vais y passer 3 ans, apprendre le métier de la sécurité. À l'époque, on parle de sécurité informatique. Un peu plus tard, quand je serai chez AXA, on parlera de sécurité des systèmes d'information. Et puis ensuite Deutsche Bank, et puis ensuite de l'industrie automobile, et enfin l'hôpital. Et j'ai toujours suivi en fait la dynamique du développement de tous les concepts liés à la sécurité de l'information, à la cybersécurité. Même si j'ai évolué vers des postes de DSI, comme vous le mentionniez, j'ai toujours conservé cette fibre, cet intérêt, cette passion pour la sécurité. Alors, quand je suis arrivé dans la santé en tant que DSI de l'hôpital, j'ai trouvé qu'il y avait un trou, un manque, quelque part, qu'on ne parlait pas de ce sujet. Et c'est de là qu'est venue l'idée de créer l'association, l'APSIS, et le premier congrès national de la sécurité des SI de santé dédié à ce sujet au Mans. Voilà un peu l'histoire. Et donc voilà, donc vous avez fondé l'APSIS en 2010 afin d'aborder les enjeux et les problématiques cyber associées au monde de la santé. Concrètement, quelles sont les missions principales de l'APSIS ? Alors, les missions initiales, elles ont finalement pas tellement évolué. Le but était de rassembler les forces et les acteurs, c'est-à-dire clairement les RSSI, les responsables sécurité des systèmes d'information qui sont éparpillés dans les 3000 hôpitaux publics et privés de France, avec à des endroits différents de la hiérarchie, avec des possibilités d'action différentes. Il y en a à l'époque qui n'existaient pas. Il y a énormément d'hôpitaux qui n'avaient pas cette fonction. Et puis, donc de les rassembler, de les fédérer, de créer des événements aussi qui permettent de grouper la communauté. La communauté, ce sont les institutionnels, c'est le législateur, c'est l'ANSSI, etc. Et puis ce sont les régions, les ARS, les grades dans la santé, les groupements d'appui au développement de la e-santé. Et puis évidemment, les établissements de santé, publics, privés, puisqu'ils ont les mêmes problématiques. Donc ces missions étaient là, on publie énormément, on apporte des avis d'experts dans le secteur. Et puis on se rencontre 2 ou 3 fois par an pour porter un message, échanger avec les grands acteurs, qu'ils soient technologiques ou institutionnels. Et c'est quoi les sujets phares sur lesquels l'APSIS est la plus mobilisée aujourd'hui ? Si je vous dis cybersécurité en santé, vous me dites quoi ? Oui, clairement, l'APSIS, elle a progressé en même temps que le sujet cyber dans la santé. Donc, le sujet cyber dans la santé, avant 2014,
Bon, il y a quelques dizaines de personnes que ça préoccupe sur le territoire et finalement, l'Apsis les a identifiés et déjà, on les réunit. Et puis 2014, il y a un premier programme d'État qui s'appelle Hôpital numérique, qui propose un demi-milliard d'euros aux hôpitaux. Et pour pouvoir accéder à ce programme de financement, eh bien, les hôpitaux doivent respecter et remplir des prérequis. Et dans ces prérequis, on a existence d'une politique de sécurité, existence d'un plan de reprise d'activité, existence d'une charte de bon usage des technologies numériques, existence d'une analyse de risque. Et là, on rentre dans le sujet. Voilà, c'est-à-dire que, eh bien, on commence à nommer des RSSI, on commence à déployer des politiques de sécurité. Et là, l'APSIS, bah, tout naturellement, elle monte en puissance. On a de plus en plus d'adhérents, de plus en plus de gens qui viennent partager comment ils font. Est-ce qu'ils le font au niveau d'un hôpital ou de 10 hôpitaux dans le cadre des GHT? Et puis tout ça monte en puissance jusqu'en 2019, où les premiers incidents cyber qui frappent les grands établissements français, le CHU de Rouen, la Paix de Paris, et puis ensuite, évidemment, Dax, Villefranche, Oloron, enfin tout ce qu'on a pu voir ces dernières années, parfois de façon très, très médiatique, hein, font que toute la chaîne politique se saisit du sujet, du ministre de la Santé jusqu'au président de la République, qui fera un discours sur le sujet de la cybersécurité en santé en février 2021 et qui annoncera la mise en œuvre de plans d'action et de moyens assez historiques. Qu'est-ce qui a attiré votre attention vraiment sur le secteur de la santé? Parce que du coup, la création de l'APSIS en 2010, et puis vous dites que la prise de conscience des enjeux de cybersécurité dans le secteur de la santé est vraiment arrivée en 2014, donc vous étiez bien en amont. Comment est-ce que vous avez vu, vous avez anticipé, vous aviez cette vision qu'il allait avoir un gros sujet dans le secteur de la santé? Alors, quand je prends la direction des systèmes d'information et des pôles médico-techniques, hein, ça c'est passionnant aussi, hein, et ça fait partie de la réponse à votre question. Les pôles médico-techniques de pharmacie, de biologie et d'imagerie médicale. C'est en 2007 que je prends ce poste. Et donc, je mets 3 ans déjà à comprendre comment ça fonctionne, la santé, parce que c'est quand même très C'est compliqué. complexe, ouais. Je commence à dérouler un schéma directeur assez classique avec déploiement d'un dossier patient informatisé. Enfin, bon, c'est pas très classique, mais enfin, c'est des projets un peu rock'n'roll, hein, quand il faut à un moment donné déployer un ERP médical sur 4000 utilisateurs de santé, médecins, infirmières, aides-soignants, tout ça, qui passe du papier à l'informatique full. Bon, c'est un peu sport. Et on constate bien que la sécurité, c'est un sujet, mais c'est pas identifié comme quelque chose devant, à un moment donné, concentrer des intelligences et des moyens. Donc, c'est un petit peu de là que ça vient. Et puis, pendant cette période, moi, je ressens que le monde de la santé, je vais pas le quitter. Ouais. Voilà, parce que j'y trouve un monde extrêmement attachant. C'est quelque part, là, si vous me ramenez un peu sur mon histoire et mon parcours, dans la santé, voilà, il y a quelque chose, même si évidemment mon métier est un métier support, hein, et absolument pas front office avec les patients, de voir toute cette énergie quoi, qui se déploie partout pour essayer de faire du bien. Enfin voilà, c'est un petit peu peut-être un petit peu bisounours ce que je dis, mais il y a des moments où ça m'a fait du bien à 35-40 ans d'arriver dans un secteur où j'ai trouvé assez facilement du sens. Ouais. Donc j'en suis jamais ressorti et avec les 15 ans je dirais de vision, de compétences que j'ai pu acquérir sur ce secteur, il y a pas de raison que j'en sorte maintenant. Ouais, je comprends. Effectivement, c'est un secteur extrêmement vertueux. Ce sont des métiers du care. Donc, c'est vrai qu'on se pose un peu la question, mais pourquoi est-ce que comment est-ce qu'on peut attaquer et avoir envie d'attaquer un secteur qui est aussi important et indispensable pour toute la société, mais on y reviendra plus tard. Moi, je voulais vous demander aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la particularité du secteur de la santé en termes de menaces aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des menaces particulières et pourquoi est-ce que ce secteur est particulièrement visé? Alors le secteur de la santé, il est au cœur de tout un tas de problématiques cyber usuelles. Je m'explique. Cyberespionnage.
Cyberespionnage, on s'espionne entre États, c'est parfaitement connu. Champion du monde, toute catégorie, les Américains, agence de renseignement extraordinaire, la NSA. On a les Russes, évidemment les Britanniques, les Chinois, Israéliens. On s'espionne, c'est pas nouveau. On peut tout à fait imaginer que les travaux de recherche des pays en avance de phase sur tout le côté médical intéressent tout le monde. Donc le secteur de la santé, comme le nucléaire, comme les grands secteurs industriels, est un secteur qui mérite toute l'attention de nos amis ou de nos ennemis parce que on a des grands chercheurs. On a des grands chercheurs partout en France, dans les centres hospitalo-universitaires, dans des instituts comme Pasteur, dans des IHU. On en a beaucoup parlé pendant la pandémie avec celui de Marseille. On a des grosses têtes qui pensent les médicaments, les traitements, etc. Donc il y a ce cyberespionnage qui, par essence, se manifeste pas trop, mais dont l'État se préoccupe. Ensuite, on a tout simplement la cybercriminalité, et on y reviendra par la suite. Les hôpitaux, ils font pas exception. Donc, lorsque des pirates informatiques lancent des grands filets d'infection de rançongiciel, eh bien, ils vont attraper des villes, ils vont attraper des PME, des PMI et des hôpitaux. Hein, on y reviendra. Il ne faut pas croire que toutes les attaques sur les hôpitaux sont ciblées. Très peu sont ciblées. Les hôpitaux tombent par hasard dans le filet. Les conséquences sont très graves. Mais finalement, c'est souvent le fruit du hasard. Donc, cybercriminalité, on va bloquer un hôpital, on va le rançonner. Après tout, si une PME paye, pourquoi est-ce qu'un hôpital ne paierait pas? Le niveau de désorganisation est tel qu'ils vont bien lâcher l'affaire. Et l'histoire nous montre que dans la période des cyberattaques majeures sur les hôpitaux américains, entre 2007-2015 à peu près, beaucoup d'hôpitaux américains ont payé les rançons. Ouais, Les Américains sont beaucoup plus pragmatiques que nous. À un moment donné, il y a un gars qui arrive et qui dit combien ça nous coûte si c'est bloqué 10 jours. Quelqu'un répond 10 millions de dollars. Combien veut le pirate? 1 million, bon, paye. Voilà. Nous évidemment, on ne prend pas cette stratégie. Ensuite, il y a la donnée de santé qui a de l'intérêt. Donc là, on est dans une autre forme de cybercriminalité. C'est je vais aller piller les données d'un hôpital parce que c'est très intéressant d'avoir des dizaines d'années de données sur des comportements sanitaires de gens, que ce soit des enfants, des personnes âgées, etc. Qu'est-ce qu'ils prennent comme médicaments, quels traitements suivent-ils, quels en sont les résultats, et puis tout simplement toutes leurs fiches d'identité, nom, prénom, numéro de sécurité sociale, tout ça présente un intérêt particulier. On a ensuite les cyberactivistes qui peuvent aussi utiliser les réseaux numériques de santé pour faire parler de leur cause, bloquer le système de régulation du SAMU de Paris cet après-midi, c'est le 20h ce soir à TF1, à France 2. Donc il y a aussi des risques par des personnes qui voudraient à un moment donné mener des actions à fort retentissement médiatique et qui pourraient aussi utiliser le système de santé. Donc vous voyez que il est au cœur un peu on parle beaucoup de cybercriminalité en ce moment parce que ce qui est médiatisé, c'est les rançongiciels. Ouais. Qui finalement mettent à l'arrêt Corbeil-Essonnes, mettent à l'arrêt Versailles avec des conséquences en cascade qui sont absolument dramatiques pour l'hôpital. Mais finalement, si je reprends votre question sur le secteur de la santé en général, il est au cœur il est au cœur de la dynamique cyber. Et en même temps qu'il se passe tout ce que je viens de vous raconter, il est en pleine mutation numérique et technologique avec des nécessités fortes de s'ouvrir. C'est-à-dire que l'hôpital est tout sauf un château fort. Moi, je voulais revenir sur les attaques par rançongiciel sur les hôpitaux. Ce que vous dites, c'est que c'était la plupart du temps, c'est un hasard. Je pense par exemple à l'hôpital Mignot, c'était pas forcément volontaire. Le cyberattaquant qui a du coup attaqué Mignot, en fait, c'était un hasard. Il a lancé en fait un filet sur plein d'adresses, etc. Et en fait, finalement, l'hôpital est un dommage collatéral. Oui, très exactement. L'hôpital est un dommage collatéral la majorité du temps. C'est une attaque Comment ça se passe avec exactement peut-être 400. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe par exemple, avec Logbit, il y avait une franchise qui met à la dispo des pirates, des kits de piratage, et puis après, en échange, Logbit dit que le pirate doit signer une charte dans laquelle ils ne doivent pas attaquer les hôpitaux, et malgré tout, il y a
il y a des erreurs, il y a des erreurs enfin voilà, il y a des choses qui se passent quand même. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail comment ça marche? Alors là, vous abordez deux sujets qui sont extrêmement intéressants. Le premier sujet, c'est la plateformisation des cyberattaques. C'est Ouais, quand même juste un sujet, quoi. Alors, jusqu'à maintenant, on était habitué à ce que lorsqu'on avait affaire à des attaques sophistiquées qui faisaient beaucoup de dégâts, souvent on avait affaire à des gens très compétents. De l'autre côté, des vrais hackers qui ont ça dans le sang, qui font ça depuis 20 ans. Aujourd'hui, avec le rançongiciel as a service, hein, on a quelque part des personnes qui se disent, nous, on vous met à disposition une plateforme où vous pouvez utiliser ces outils, et ces outils sont constitués de cryptovirus, de routines éventuelles de propagation, etc. Et vous nous donnerez 10, 20, 25% des bénéfices que vous pratiquerez via notre plateforme. Comme les pirates, semble-t-il, ont pour certains une forme d'éthique, eh bien, les gens de Logbit, ils ont dit, à un moment donné, si vous utilisez notre plateforme, vous vous engagez à avoir une sorte de code, et ce code consiste à ne pas attaquer un certain nombre de cibles, en particulier des hôpitaux. Et ça a donné lieu à des embrouilles entre pirates à un moment donné, hein, où on a vu que l'un des pirates, l'une des cyberattaques sur les hôpitaux, celui de Corbeil, c'était Logbit, et il y a eu des règlements de compte entre pirates en disant, voilà, tu n'as pas respecté la charte, etc., c'est pas bien, voilà. Bon, après, comment ça se passe dans la vraie vie? Dans la vraie vie, il ne faut pas oublier que le pirate, il a deux moyens de faire éclater son virus. Soit une très large campagne de mails, c'est-à-dire il va récupérer quelque part où il s'est constitué une base de données de 1 million, 10 millions, 50 millions, 400 000 emails. Il va accrocher un phishing, un beau truc en disant il faut cliquer, etc. Vous allez avoir un spam qui va partir avec le virus, et donc un certain nombre d'utilisateurs qui vont se retrouver avec le truc dans la boîte aux lettres. Certains vont se rendre compte que ça ne va pas, et d'autres non, et vont cliquer. ouais, Et boum. Et là, effectivement, on peut tomber dans un hôpital, on peut tomber dans une mairie ou dans une PME. Et puis le deuxième cas de figure, c'est la détection d'une faille informatique sur un système d'information. Prenons l'exemple d'un hôpital. Et à ce moment-là, le pirate, lui, là, va mener une action d'introduction de son virus dans le système d'information. Voilà. d'accord. Et alors, moi ce qui m'intéressait aussi de savoir, c'était dans le cas des données de santé qui sont donc vraiment ciblées, là pour le coup, c'est un piratage volontaire envers, par exemple, un hôpital, comme vous en parliez tout à l'heure. Donc, le cyberattaquant va volontairement piller des données de santé. Qui va acheter après ces données? Enfin, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Alors, effectivement, soit via son cryptovirus qui maintenant contient une fonction d'exfiltration de données préalablement au chiffrement des données du système d'information, ou soit une autre technique d'attaque visant uniquement à siphonner des données, le pirate va se retrouver avec un nombre important de données. Ouais, Et effectivement, qui vont contenir des comptes rendus hospitaliers divers et variés, des séries d'informations qui peuvent constituer un intérêt pour tout un tas je dirais, de groupes internationaux, que ce soit des groupes pharmaceutiques, des groupes assurantiels, autres. Donc, il y a de la donnée de santé. Il va se passer quoi? Bien, premièrement, le pirate va essayer de retenter le coup avec l'hôpital qui n'a pas voulu payer la rançon du cryptovirus en lui disant, bon, maintenant j'ai les données de 100 000 de tes patients, je vais les diffuser sur Internet, tu vas avoir plein d'ennuis avec la justice, est-ce que tu es sûr que tu ne veux pas payer? Bon, ça c'est une forme de chantage. Si l'hôpital continue à dire non, le pirate, il va mettre à vendre sur le dark web un kit de données, il va plus ou moins comment dire, il va plus ou moins le documenter, et il va dire par exemple j'ai 350 000 documents médicaux, 20% cancéro, 35% enfants, puis il va mettre un prix là-dessus en crypto-monnaie, et des gens vont acheter ça. Voilà, des brokers de données vont acheter ça pour éventuellement ensuite fabriquer des cohortes un petit peu plus intéressantes
qui pourront être achetés sous le manteau par tout un tas d'organismes que ça intéresse d'avoir de la data. De la data en masse et de la data qualifiée, documentée, etc. Et puis, comme on l'a vu dans le cadre du GHT Grand Est, si vraiment personne ne veut de son truc au pirate, ben, il va revendre à la découpe les codes de sécu, les adresses mail, les identités. C'est-à-dire que votre identité, Anne-Laure, nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone, adresse, ça vaut 2 euros. Ouais. Voilà. Et donc, si vous en avez piqué 100 000, bon an, mal an, vous avez quand même 200 000 euros à vendre, simplement avec des données un peu précises d'identification. Est-ce qu'il y a des organisations qui commandent des piratages de ce type de données? Des J'en suis organisations, convaincu. des organisations avec pignon sur rue, j'entends. Non, bah, je pense que oui, mais évidemment, ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas comme ça. Quand on veut quelque chose d'illégal, on a des protocoles pour ça. Ouais. On le commande pas sur Internet, quoi. Non, bien Enfin, sûr. pas, Il y a le dark web pour ça, j'imagine. Et il y a, il y a- il y a forcément des réseaux qui font que eh bien, l'information qui a été prise quelque part et qui intéresse quelqu'un, bah, il y a toute une chaîne de transmission avec des chaînes de commissionnement qui font qu'au bout du bout, la personne a l'info qu'elle veut. Mais quand je sortais de l'école, il y a plus de 25 ans maintenant, c'est dur de dire ça, mais on discutait déjà des problèmes d'Airbus qui devaient protéger ces données contre les attaques d'officines qui avaient pour objectif de redonner leur plan à Boeing. ouais. Voilà, dans le cadre de la guerre économique où, eh bien, sur les grandes avancées technologiques, tous les pays, en plus d'être de la partie, ont intérêt à savoir où en sont les autres. Ouais. Sur le nucléaire, sur l'armement. C'est pour ça d'ailleurs qu'en France, on a depuis très longtemps quand même Autant on a des faiblesses sur le côté collectivité territoriale, hôpitaux, etc. Il ne faut pas oublier qu'on a des forces et que nos entreprises stratégiques sont particulièrement suivies et protégées depuis plus de 20 ans. D'ailleurs, on entend moins. Ils ne sont pas à l'abri, hein. Ouais. Enfin, c'est pas fréquent qu'on entende que nos grandes entreprises du CAC 40 soient mises un genou par terre à cause d'une cyberattaque. Ouais. Ils en subissent, mais ils ont des moyens, des technologies, de la maturité, c'est un peu moins du gruyère, quoi. Oui, bien sûr. Et donc, vous parliez tout à l'heure d'éthique au sein des cyberattaquants. Et effectivement, on a vu des cyberattaquants faire un mea culpa suite au blocage d'un hôpital au Canada. On a vu aussi le comité international de la Croix-Rouge qui a également appelé à la création d'un emblème numérique pour annoncer et donc pour dissuader les cyberattaquants de s'en prendre aux infrastructures protégées comme les hôpitaux. Un peu comme à l'image de ce qui se fait déjà avec le symbole de la Croix-Rouge apposé sur le toit d'un hôpital dans le monde réel. Est-ce qu'on voit vraiment apparaître une certaine éthique parmi les cyberattaquants? Les cyberattaquants représentent la jeunesse du monde, tout simplement. Donc, vous avez à un moment donné une jeunesse issue de tout un tas de pays qui, à un moment donné, se dit, moi, je vais être cyberpirate. Mais une fois qu'ils partent avec cette idée en tête, ils ont d'autres causes. Il y en a qui sont écologistes, il y en a qui sont altermondialistes, il y en a qui sont... voilà, donc on va avoir dans les pirates des groupes humains, certains qui vont se dire, mais nous, il n'est absolument pas question qu'on attaque les hôpitaux, qu'on attaque un certain nombre de sociétés vertueuses. Par contre, on va attaquer les représentants du grand capital, les GAFA, etc. Et là, on va s'en donner à cœur joie parce Hmm. qu'on estime qu'ils déséquilibrent. Voilà. Ou on va attaquer Total. J'imagine que Total, aujourd'hui, je suis à peu près certain que les équipes cyber de Total sont un peu stressées ce matin depuis l'annonce des profits records. Ouais. Parce qu'effectivement, tout d'un coup, Total devient une cible pour tout un tas de personnes sur la planète qui disent stop au pétrole. Ouais. Et parmi toutes ces personnes, évidemment, on a des pirates et on a des groupes de pirates et on en a qui vont peut-être se passer un coup de fil en disant, ah, dis donc, il faut peut-être qu'on fasse quelque chose. Tout comme ceux qui sont allés asperger comment dire, de la peinture sur le siège. Donc, on va retrouver dans les pirates une sociologie qui va de euh, le, le- le sans aucun état d'âme,
qui ne cherche finalement qu'à faire rentrer de l'argent sur son compte bancaire et qui finalement pourrait être vu comme celui qui surveille sa plateforme de piratage à distance et qui voit les dollars encaissés, mais il ne sait même pas qui l'a piraté et qui le paye en fait. Ouais. Hein, son virus fonctionne, il voit que ça paye, etc. Il fait autre chose. Et puis on en a d'autres qui vont attacher leur piraterie à certaines causes. Et donc s'interdire d'interagir sur certains systèmes et privilégier, à contrario, des cyberattaques plus sur d'autres. Et ils ne s'entendent pas entre eux et ils vont peut-être même parfois se combattre entre eux. Ouais. Et voilà, c'est un écosystème en soi-même représentatif d'une sociologie un peu générale. Mais finalement, quand on voit les chiffres de l'Observatoire des signalements d'incidents de sécurité des systèmes d'information, le secteur sanitaire et médico-social représenterait 40% des incidents de cybersécurité signalés en France en 2021. Donc, on se dit qu'il y a quand même encore pas mal de cyberattaquants sans aucun état d'âme, comme vous dites. Euh, Oui. Est-ce que finalement, on peut dire qu'aujourd'hui, les préoccupations au sein d'un hôpital se rejoignent avec celles des administrations, des collectivités territoriales enfin, des entreprises et même des industries? Les préoccupations se rejoignent en ce sens que la menace est la même, c'est-à-dire blocage de l'outil de production, exfiltration de données, chantage, etc. Ça, on est dans le même ensemble. La santé a cette particularité, c'est qu'on joue sur la vie des gens. Bah Il oui, faut tout de même pas oublier que aujourd'hui, un hôpital désorganisé par une cyberattaque, c'est des transferts de patients de réanimation et de bébés prématurés en réanéonat à 50 km de là, dans un autre hôpital. C'est dangereux. ouais, L'arrêt de l'ensemble des fonctions de monitoring dans un service d'urgence et le service d'urgence qui se met à dire à la population locale, on ne prend plus personne, merci d'aller à 50 ou à 80 km parce qu'on ne peut plus. On a un vrai problème. On a un problème qu'on ne va pas forcément retrouver avec les mêmes impacts dans d'autres secteurs. Si la ville est cyberattaquée, ok, il y a des gros soucis. Peut-être il y aura des problèmes de paiement des salaires, peut-être il y a des problèmes de gestion d'appel d'offres, peut-être il y a des problèmes de gestion de tout un tas de planning, voire de pourquoi pas quelques feux tricolores automatisés ou autres. On n'est pas au même degré qu'un hôpital où on a quand même des gens. Enfin, si vous êtes à l'hôpital, c'est que ça va pas. S'il y a des bien sûr. machines autour de vous, c'est pour ça et mieux. Et les professionnels de santé sont totalement intégrés avec les technologies numériques et sont rapidement maintenant totalement désorganisés si ça marche plus. Bien sûr, bien sûr. Alors, dans le dernier baromètre du Césin sur la cybersécurité des entreprises pour 2023, ils disent que l'usage des technologies NDR a augmenté de 7 à 8 points de pourcentage par rapport à l'année dernière. Preuve que les technologies NDR intéressent de plus en plus les entreprises qui en font usage de manière croissante, du fait de leur forte efficacité. Selon vous, quelle est la plus-value d'une solution comme un NDR et voilà, surtout, qu'est-ce que ça peut apporter à un hôpital dans le renforcement de leur protection cyber? La protection cyber d'un établissement, c'est avant tout une politique, une gouvernance, un système de management de la sécurité, prenant en compte toute la partie évidemment réglementaire, une partie sensibilisation continue pour embarquer les personnes aussi dans la dynamique sécuritaire, comme je dis de temps en temps, les rendre un tout petit peu parano. Voilà, c'est pas Ouais, plus, mais un peu. Et puis, évidemment, derrière, on a un volet technique, avec des outils qu'il est évidemment nécessaire d'acheter, de déployer, de maîtriser ou de louer. Si on part, si on part sur des systèmes en mode cloud. Comme vous le précisez, il faut s'occuper des postes de travail, donc avec une sécurité complète de l'environnement du professionnel, des professionnels en mobilité qui ont aussi besoin de travailler un peu partout, qui se promènent sur un territoire, qui demandent de plus en plus de pouvoir accéder à peu près à tout ce que contient leur bureau local en conditions de mobilité. Vous allez avoir toute la sécurité bien entendu des serveurs, le monitoring permanent des comportements, tous les nouveaux outils très attendus
alimentés à l'intelligence artificielle qui permettent aussi d'analyser en temps réel les comportements d'un réseau ou d'une architecture technique et de la comparer avec des modèles de stabilité et de pouvoir remonter des écarts. Tout ça est en train de se déployer. Toutes ces technologies se déploient. Alors, c'est pas depuis hier, hein, ça fait déjà une petite dizaine d'années, mais il y a une nette accélération sur tout un ensemble de technologies, XDR, EDR, sondes, supervision des comptes à privilèges, monitoring réseau, SOC, enfin, de façon plus globale, hein, agrégation de logiciels pour aller vers des SOC. On est en plein dedans et ça va être extrêmement dynamique dans les années qui viennent. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors au-delà de la partie technique, et puis donc on a bien compris que le secteur de la santé était vraiment particulièrement vulnérable, j'aimerais qu'on aborde avec vous plus concrètement la gestion du risque cyber dans ce secteur-là. Je pense que c'est un secteur qui est un peu particulier avec du personnel soignant qui est peut-être moins formé aux questions de cybersécurité ou alors pour qui c'est pas une priorité. Enfin, évidemment, la priorité c'est la santé, le soin des patients. Donc, comment est-ce qu'on fait pour mobiliser l'ensemble du personnel soignant dans un secteur qu'on souhaite de plus en plus ouvert et connecté. On pense bien sûr à l'avenir, à la médecine de ville, enfin voilà, l'ouverture des hôpitaux, voilà, à la médecine externe, etc., quoi. Clairement, c'est le sujet, l'un des gros sujets, et pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que, et tant mieux pour nous, un hôpital, c'est le pays des bisounours et de la bienveillance. Les portes sont ouvertes, les fenêtres sont ouvertes, les gens sortent et entrent parce qu'ils viennent voir leurs proches. Donc c'est tout l'inverse d'une société avec des badges à l'accueil, des gardiens qui fouillent les sacs, des bureaux, des bureaux nommés obligatoires. On est dans quelque chose qui souvent d'ailleurs est au cœur de la ville et qui est un endroit où par principe on n'a pas une dimension sécuritaire de protection des choses. Donc déjà ça c'est un premier événement. Enfin je veux dire quand vous travaillez chez Dassault Aviation ou que vous êtes dans l'armée ou que vous êtes chez Thales ou autre, dès le premier jour, vous avez bien compris que fallait pas falloir oublier votre badge, pas respecter la politique de sécurité. Enfin, vous comprenez où vous êtes. Vous êtes dans un endroit où c'est fermé, structuré, où il y a des services qui sont sur des développemts de choses tellement cruciales qu'on ne se parle même pas entre employés, etc. L'hôpital, c'est tout l'inverse. Donc, la culture du risque sanitaire, elle existe. La culture du risque patient, elle est là. Mais la culture du risque numérique, on partait de pratiquement zéro. Ouais. Effectivement. On a fait une erreur en plus souvent, c'est que lors de la première phase d'informatisation des hôpitaux, souvent par faiblesse par rapport à un corps médical qui voulait vraiment que ça ne perturbe en rien les processus de soins, il est tout à fait possible qu'on ait posé des ordinateurs allumés un peu partout. Ouais. Voilà. Et que quelques années après, j'ai connu cette période en 2007, quand je déployais le dossier patient informatisé au Mans. Bah, on a dit aux médecins, non, on va arrêter ça en fait. C'est-à-dire, c'est terminé, les PC kiosques. Maintenant, c'est login, mot de passe par personne. On va déployer des ordinateurs. Vous n'avez pas le droit de prêter les mots de passe à vos internes, et d'ailleurs à personne. Et puis, il y a la réglementation. La réglementation, elle oblige le médecin à valider telle chose. Mais en fait, dans la vraie vie, il fait faire ça par sa secrétaire depuis 20 ans, Ouais. etc. Donc, voilà, la sécurité a aussi amené à un moment donné un certain nombre de contraintes auxquelles le système n'était pas habitué, avec un pouvoir assez limité des RSSI, parce que quand on a un chef de pôle en chirurgie obstétrique qui vous dit nous non en fait on va pas mettre les mots de passe de 12 caractères parce qu'on n'a pas le temps de faire ça, donc soit vous nous dégagez tout ça, soit je veux voir le DG. Bon, Ouais. vous négociez, Ouais. voilà. Et donc, pour répondre et finir sur ce point, tout ça progresse. Tout ça progresse à coup de sensibilisation,
La vie privée des gens aussi a un impact positif parce qu'à un moment donné, tout le monde voit bien que la banque, elle vous impose maintenant d'avoir une validation avec un code SMS. Tout un tas de protocoles dans la vie amènent de la sécurité et du coup, c'est un petit peu plus facilement accepté dans l'environnement professionnel. Donc, il faut les embarquer. C'est pas une population qui obéit à des ordres. Voilà, c'est pas à partir de demain, c'est comme ça, ou non. Oui, Voilà. Donc il faut convaincre, et comme vous le signaliez aussi, il faut faire attention à ce que la sécurité, à un moment donné, ne perturbe pas non plus la nécessaire fluidité de l'activité des soins. Donc il y a des technologies à penser. Le login mot de passe en dermatologie ou en gériatrie, ça marche très très bien. Le login mot de passe avec extinction du PC au bout de 30 secondes, aux urgences ou en réa, ça va pas du tout. oui. Donc on peut aussi, en fonction des secteurs, se dire, attention, là, dès qu'ils approchent du PC, ils ont besoin d'être authentifiés tout de suite et de se connecter. Et on peut pas parce qu'ils vont faire ça 400 fois par jour. Ouais. Donc on ne peut pas leur demander 400 fois de mettre une carte, il faut qu'on trouve d'autres moyens. Alors qu'il y a d'autres secteurs où le médecin, il se connecte 2 fois dans la journée pour faire des prescriptions, etc. Et là, il n'a pas les mêmes enjeux Bien de sûr. fluidité. Voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. D'accord. Et puis effectivement, il y a, à terme, il y aura l'ouverture des hôpitaux à la médecine libérale avec Doctolib et puis donc les SI qui vont être de plus en plus ouverts vers l'extérieur. Il y a ça aussi à Tout prendre à en fait. compte. Toute l'interaction avec le patient est maintenant au cœur d'un parcours de soins. Et donc ce parcours de soins, il commence chez son généraliste, qui ensuite l'envoie éventuellement voir un spécialiste, et puis ensuite il y a un séjour à l'hôpital, et puis éventuellement ensuite il y a un séjour de repos en soins de suite et réadaptation, puis ensuite il y a un suivi médical. Et tout ça a pour objectif effectivement d'être coordonné. Ça veut dire qu'effectivement notre système de santé ne doit absolument pas se, se- se refermer et se cloisonner, il est fait au contraire pour s'ouvrir et pour permettre de l'échange entre professionnels. Est-ce que du coup, il faut adapter le secteur de la cybersécurité à la santé ou est-ce qu'il faut adapter le secteur de la santé à la cybersécurité? Un peu des deux, Vaste un peu question. des deux, c'est-à-dire il faut prendre à un moment donné un système d'information d'hôpital, c'est des salles, c'est des câbles, c'est des serveurs, c'est des annuaires, c'est des applications. Donc on pourrait dire SI d'hôpital égale SI de banque égale SI d'industrie, etc. Ouais. C'est-à-dire que les moyens technologiques à apporter pour protéger un système d'information d'hôpital sont globalement les mêmes que tout autre secteur. Après, c'est la manière de faire de la sécurité qu'il va falloir, qu'il est nécessaire de customiser un peu à ce secteur en comprenant ses attentes, en comprenant comment dire, ses points de vigilance aussi, et puis s'adapter à cet environnement qui est en réorganisation permanente, qui bouge, etc. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose que partout, avec une nécessité d'acceptation et de prise en compte de ce risque cyber et des moyens de s'en prémunir, eh bien, à adapter à ce système décentralisé, très concentré sur son patient et qui estime que tout ce qui perturbe la relation au patient est pour le moins déroutant ou de la perte de temps. Donc il faut recalibrer tout ça. Maintenant, ce qu'on a vécu et ce qu'on a subi, je voudrais quand même préciser que la prise de conscience, elle est là. Enfin, j'entends plus personne dire qu'il n'y a pas de sujet là-dessus. Ouais. Les médecins sont convaincus de ça. Ceux qui ont vécu les cyberattaques ont raconté à leur père ce qu'ils avaient vécu. Voilà, il y a plus, il y a pas de déni, quoi. Il y a tout de même un alignement sur le fait que oui, ok, on a compris, il y a des choses importantes à mettre en œuvre et tout le monde va être ok pour ça. Bah, du coup, peut-être justement le mot de la fin sur cette prise de conscience. Effectivement, on voit bien que l'écosystème santé a pris conscience des enjeux de cybersécurité. L'État a pris pas mal la mesure également de ce sujet avec la multiplication des plans et des programmes. Est-ce que pour vous, c'est suffisant? Est-ce qu'il y a des raisons d'espérer? Oui, enfin, concrètement parlant, ce qui se passe depuis
un peu plus de 2 ans est assez inédit quand même. C'est-à-dire, oui, dans la loi Ma Santé 2022, l'orientation numéro 2 parlait clairement d'augmenter le niveau de sécurité des hôpitaux. Ensuite, il y a eu des premiers volets d'accompagnement des hôpitaux par l'ANSSI à hauteur de 25 millions d'euros. Là, il y a une task force ministérielle qui est réunie en ce moment et qui va apporter ses conclusions fin mars. Des moyens vont être annoncés, hein, des moyens, des méthodes. Donc oui, il y a un support de l'État. Mais comme on dit souvent, c'est du rattrapage quelque part. Oui, on n'est pas dans l'anticipation, quoi. Voilà, là on est en train de faire du rattrapage. L'enjeu, c'est que ça devienne de la routine. Et je dirais même quelque part, l'enjeu, il est un peu au-dessus de ça. Les ambitions numériques du système de santé français aujourd'hui sont plus proches de 4 à 5% des budgets informatiques, des budgets généraux dédiés à l'informatique. Force est de constater qu'on est entre 1,6 et 2. Donc il va falloir aussi que le système de santé comprenne que ce déploiement massif de technologies numériques, il a un coût, Ouais. que la sécurité de tout cela n'est pas une option, parce que sinon il y aura des problèmes de confiance entre les différents acteurs, et tout simplement de se dire, ok, bon, je suis un hôpital moderne, j'ai un système d'information moderne, c'est 5% de mon budget annuel, c'est pas 1,5. Ouais. Oui, il y a encore un petit peu de travail. Oui. Il y a encore un peu de travail, encore beaucoup d'enjeux, de faire passer effectivement, d'intégrer l'avenir, donc le mouvement progressif vers les services du cloud, les enjeux de partage des données de santé, les promesses de l'intelligence artificielle, des big data médicaux, hein, comme vous le disiez dans votre tribune. Sur InCyber, l'inclusion du patient au centre de son parcours de soins. Effectivement, il y a encore énormément de choses à mettre en place, mais en tout cas, vous nous avez donné des raisons d'espérer. Merci beaucoup, Vincent Trelli. Merci à vous qui nous écoutez. J'espère que cet épisode spécial sur la cybersécurité dans le secteur de la santé vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à suivre notre actualité sur les pages LinkedIn et Twitter de Gatewatcher. Pensez à vous abonner au podcast Dans l'œil de la cyber et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. À très vite dans l'œil de la cyber.